tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le temps est donné pour une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Les réactions positives s'enchaînent dans la péninsule ibérique et partout au monde. Experts, observateurs, hommes politiques et intellectuels sont unanimes pour saluer une avancée majeure en faveur de la question du Sahara marocain. Quelle place occupent nos concitoyens dans les téléséries? Pourquoi les clichés persistent et comment en découdre avec cela? Experts, sociologues, scénaristes et dramaturges se sont penchés sur la question pendant une journée d'études organisée par le comité de parité de la SNRT. Le flamenco, un genre musical qui raconte l'histoire de la grande Andalousie et de ceux qui l'ont marqué. Nous vous ferons vivre les moments forts d'un concert qui rend un vibrant hommage à 4 femmes dont le nom est intimement lié au siècle d'or, le XVIIe siècle, des chanteuses, des danseuses, des mystiques et des guerrières. Et avant de développer ces titres, sachez que l'analyste politique professeur Driss Aissaoui est l'invité de ce journal. Il nous parlera de la nouvelle décision de Madrid en faveur de la question du Sahara marocain. Et d'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, suite au crash de l'avion de la China Eastern Airlines dans le sud du pays. Le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du drame qui a fait plusieurs victimes. Sa Majesté le roi exprime au président chinois et à travers lui aux familles des victimes éplorées et au peuple de Chine amis ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à ce terrible accident. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. L'occasion de mettre en avant la qualité des relations liant le royaume au groupe de la Banque mondiale. L'occasion également d'examiner les moyens à mettre en place afin de promouvoir la coopération entre les deux parties et d'accompagner les stratégies et les programmes élaborés par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est aussi l'opportunité pour discuter de la conjoncture internationale marquée par des initiatives œuvrant à une relance économique tout en faisant face aux répercussions de la pandémie du Covid-19 et la hausse des prix au niveau mondial. Rappelons que le portefeuille actif de la Banque mondiale au Maroc comprend 20 projets de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour un total de plus de 5 milliards de dollars. Et justement, dans une conjoncture nationale et internationale marquée par la hausse des prix des carburants, le gouvernement tend la main aux professionnels du transport. Tout un programme est lancé pour leur venir en aide. Il sera effectif à partir de la première semaine du mois prochain. 180 000 véhicules sont concernés. Les professionnels du transport public de voyageurs vont bénéficier de subventions comprises entre 1 000 et 7 000 dirhams. Les bénéficiaires sont notamment les professionnels des grands taxis, des petits taxis, les véhicules de transport mixte dans le monde rural, les autobus, les transports touristiques, le transport de marchandises pour compte d'autrui, le transport de personnel et le transport scolaire également. La dernière annonce du gouvernement espagnol en faveur du plan d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain annonce donc une nouvelle étape dans les relations historiques exceptionnelles liant les deux royaumes, le Maroc et l'Espagne. Une position qui se confirme devant les hautes instances institutionnelles de Madrid, notamment devant le Conseil des ministres et le Parlement espagnol. Iman Ablou avec Jihad Libri. Devant le Parlement espagnol, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, défend la nouvelle position de Madrid sur le dossier du Sahara marocain. L'Espagne veut contribuer à démêler un vieux conflit de plus de 46 ans avec une solution mutuellement acceptable, explique-t-il. Pour ce faire, l'initiative marocaine d'autonomie est soutenue comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible. Aujourd'hui, l'Espagne ne veut plus être spectatrice, mais actrice dans la résolution du conflit. Elle doit parler de la question du Sahara au niveau des instances internationales et contribuer aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la résolution de ce conflit qui dure depuis 46 ans maintenant. Comme d'autres capitales à travers le monde, Madrid change de cap et joint sa voix à celle de la légitimité historique et juridique.
Le voisin ibérique s'engage à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de la nouvelle étape entamée par les deux pays. Para el gobierno es muy importante el mantener unas buenas relaciones con nuestro país vecino. Pour le gouvernement espagnol, il est très important de préserver de bonnes relations avec le Maroc. Le Maroc est un allié stratégique avec lequel nous entretenons des liens humains, historiques, géographiques et économiques. Nous entamons une nouvelle étape avec le Royaume. Le plus important est de se tourner vers l'avenir. Nous sommes satisfaits de cet accord qui signifie le rétablissement des relations diplomatiques avec un pays voisin. Nous en avons fini avec une crise qui a duré presque une année. Se tourner vers l'avenir, édifier une relation bilatérale à la hauteur du XXIe siècle. La nouvelle position de l'Espagne en faveur des provinces du sud du Royaume est une occasion de mettre en place une nouvelle feuille de route claire et ambitieuse, sans zone grise, pour dessiner les contours d'un partenariat assurément gagnant-gagnant. Et pour un nouvel éclairage sur la question, nous sommes avec professeur Driss Aissaoui, analyste politique. Professeur Aissaoui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, professeur, on va commencer avec cette information qui vient de nous parvenir. Le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, qui annonce qu'il effectuera une visite au Maroc pour le 1er avril, c'est cela. Le chef de la diplomatie espagnole qui a fait cette annonce aujourd'hui même devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès des députés, il affirme qu'il aura des entretiens notamment avec son homologue marocain Nasser Bourita. D'abord, une réaction à chaud par rapport à cela. Comment cette annonce, cette visite va-t-elle donner un coup d'accélérateur à la concrétisation de la feuille de route ambitieuse et claire dont le temps a été donné par les deux pays, les deux voisins, les deux rives de la Méditerranée, Maroc-Espagne, professeur? C'est une information tout à fait joyeuse, c'est une information tout à fait positive dans l'évolution des relations entre l'Espagne et le Maroc. On a entendu parler du changement d'attitude de Madrid par rapport à la question du Sahara. Aujourd'hui, on est en train de palper, de toucher de manière concrète ce changement. Le ministre des Affaires étrangères sera parmi nous. Ce sera le mois de Ramadan de toutes les manières. Ce ne sera qu'un mois de plus dans l'élaboration d'un nouvel itinéraire que les deux pays vont tracer ensemble. Donc, je pense que le fait d'être là, de parler aux Marocains, de parler au ministre des Affaires étrangères marocain et d'échanger tout cela, lui donnera des idées très claires de ce qu'il faudra faire, parce que maintenant, on n'est plus dans l'hypothèse de deux relations bilatérales qui ne marchent pas. On est aujourd'hui avec deux pays qui fonctionnent bien et qui ont les meilleurs moyens de pouvoir aller de l'avant. Et on est aussi dans une logique de confiance, d'action, de célérité aussi avec cette visite qui est annoncée pour bientôt, pour le 1er avril. Professeur, depuis l'annonce de cette décision de Madrid, les réactions positives et unanimes ne cessent de s'enchaîner en Amérique latine, en Afrique, dans notre continent, mais aussi en Europe. Comment ce nouveau positionnement pourrait-il peut-être générer un effet d'entraînement, surtout en Europe, pour faire émerger de nouvelles positions dans ce sens? Quelle perspective, à votre avis, dans ce sens pour l'avenir? Quand les Marocains, surtout les diplomates, quand ils partaient à l'étranger pour expliquer l'attitude juste du Maroc et l'histoire de ce dossier, pour dire, attention, c'est un dossier qui a été fabriqué de toutes pièces. C'est l'Algérie qui est derrière le Polisario. C'est des gens qui ont été armés et on leur a payé justement toute la logistique pour qu'ils fassent ça. Mais les gens vous disent, attendez, la puissance qui était colonisatrice de ce territoire, c'est l'Espagne. Et l'Espagne n'est pas avec vous. Ça, c'est avant. Pourquoi? Parce que les Espagnols, pendant un moment, ne voulaient pas s'impliquer de manière directe. Aujourd'hui, le choix a été fait de dire que nous sommes avec le Maroc, nous sommes avec la solution qu'il préconise et nous allons le soutenir pour qu'il aille le plus loin possible dans cette solution. Donc, c'est une annonce claire, sans ambiguïté, qui rompt avec les attitudes du passé. Absolument. Et qui est courageuse, qui a été décrite comme courageuse par les experts espagnols aussi. De toutes les manières, vous savez, quand on a ce type de relation, quand on reste pendant des années
en essayant de nier l'évidence, les gens ne vous comprennent, ils vont jamais comprendre. Aujourd'hui, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont dit attention, nous sommes responsables, nous devons assumer nos responsabilités et de toutes les manières, la solution proposée par le Maroc... De par l'histoire, de par la géographie, absolument, de par les liens solides. Parce que ce sont des voisins, c'est plus que des voisins. Si vous regardez l'histoire des deux pays, vous allez trouver qu'elle est vraiment jonchée d'événements importants qui font que le Maroc et l'Espagne, ce sont deux royaumes qui sont faits pour s'entendre, qui sont faits pour aller de l'avant et travailler ensemble. C'est un coup de maître de la diplomatie marocaine et un échec on ne peut plus cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc. La diplomatie marocaine a été toujours, de toutes les manières, nous avons une politique étrangère très intelligente, très douce, mais ils ont travaillé et aujourd'hui, ils sont en train de cueillir les résultats positifs de cette position et je pense que très bientôt, on aura des résultats extraordinaires sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des échanges entre les deux pays. Nous allons y revenir, ce volet commercial ou ce volet économique, professeur. Intéressons-nous maintenant à cette décision qui s'inscrit, rappelons-le, dans le sillage de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Peut-on dire aujourd'hui, professeur, que nous sommes face à un tournant historique qui pose les jalons d'une solution rapide, peut-être imminente, à ce conflit artificiel, régional, à ce différend régional autour de la question du Sahara marocain, professeur Aïssaoui? Cette solution est venue quand? Elle est venue au moment où l'Algérie, qui soutenait depuis toujours le Polisario, on dit nous on va rappeler notre ambassadeur, on va faire ceci. C'est-à-dire que nous avons toujours ces gens qui n'ont rien compris à l'histoire. Alors maintenant, il faut faire avancer les choses. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui a un droit et qui est là. Et qui défend sa cause légitime. Il est là, il défend son territoire. Il ne peut pas dire aujourd'hui « je ne suis plus intéressé par le dossier ». Non, on est là parce que c'est notre pays. Ce sont nos citoyens. C'est notre projet. C'est notre avenir dont il s'agit. Professeur, vous avez évoqué tout à l'heure le volet économique, on va en parler de manière très brève parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors au-delà du caractère diplomatique et politique de la décision du Madrid, c'est l'annonce aussi d'une nouvelle ère pour un partenariat économique, sécuritaire, culturel. Quel regard portez-vous sur cette feuille de route prometteuse pour l'avenir, prospère? La feuille de route, elle est multiple, vous l'avez dit. Multidimensionnelle. Absolument. Elle est multidimensionnelle parce que pourquoi? Ça touche le commerce, ça touche l'industrie, ça touche les échanges. Le Maroc et l'Espagne, aujourd'hui, sont appelés à profiter pleinement de cette possibilité qu'il leur est donnée pour aller de l'avant. Parce que le Maroc était parmi les premiers clients, les premiers partenaires de l'Espagne. Aujourd'hui, on ouvre encore une fois la porte pour faire ce travail. On n'aura plus de toutes les manières. Ce conflit qui a été monté de toutes pièces va disparaître. Et l'Union européenne sera très contente de pouvoir compter sur un partenariat entre l'Espagne et le Maroc pour faciliter les choses. Et vous l'avez dit, il y a une grosse coopération sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'immigration, sur beaucoup de sujets sur lesquels le Maroc et l'Espagne travaillent en toute quiétude et en toute sincérité. Et je pense que tout est ouvert pour l'avenir. Et il y a fort à faire effectivement dans tous ces domaines. Professeur Aïssaoui, analyste politique, merci beaucoup de votre éclairage. Merci. La fiction télévisuelle, un genre qui raconte des histoires inspirées du quotidien, de notre culture, du vécu, de la rue, des histoires qui mettent forcément en avant nos concitoyennes d'horizons divers. Alors comment sont-elles représentées justement? Pourquoi les clichés persistent? Et pour répondre à la question, professionnels du secteur, sociologues, experts ont pris part et ont surtout pris la parole pendant une journée d'études organisée par le comité de parité de la SNRT. Latifa Ben Halima, Mohamed Touanina avec un commentaire de Nissé El Hamdaoui. Regardons. L'image de la femme marocaine dans la fiction reflète-t-elle la réalité ou est-elle en déphasage avec sa représentation au sein de la société?
Le comité de parité de la SNRT lance le débat, notamment auprès de scénaristes, réalisateurs, créateurs d'images et acteurs et actrices. L'enjeu est de donner à réfléchir sur certains stéréotypes de genre qui ont la peau dure. Car souvent, les clichés se nourrissent de perceptions des groupes sociaux. Je me pose des questions. Est-ce que les créateurs et les dramaturges ont le souci de la représentation de la femme dans leur fiction? Est-ce qu'ils prennent en considération les valeurs de parité, d'équité et de dignité humaine lorsqu'ils racontent des histoires? Je pense qu'il faut beaucoup plus de liberté dans le traitement des sujets. Il ne faut plus rester enfermé dans certains carcans. Il est important de présenter la société telle qu'elle est. Certes, la fiction télévisuelle reflète une partie de la réalité, mais elle a un tout autre rôle, celui d'éclaireur. Les créateurs de contenu sont appelés à être porteurs de messages qui remédient à certaines idées reçues sur la situation de la femme dans une société qui a fait le choix de la modernité. La SNRT veille au grain pour la valorisation de l'image de la femme marocaine dans la fiction. Nous avons ouvert ce débat avec les différents acteurs de fiction et dans les prochains jours, nous le ferons avec les journalistes qui travaillent sur les contenus. C'est la mission du comité de parité de la SNRT, celle d'engager et de promouvoir une réflexion approfondie en interne avec nos partenaires. Notre objectif, c'est de discuter avec les faiseurs de l'image, c'est de discuter avec les créateurs, c'est de discuter avec tous les intervenants pour pouvoir un peu se rappeler ce qui se fait mal, mais aussi de un peu réfléchir sur notre façon de faire et comment on pourrait changer certaines choses. La fiction télévisuelle contribue au façonnement de l'imaginaire collectif. C'est donc tout l'intérêt de sensibiliser les créateurs de contenu aux meilleures pratiques qui donneraient à la femme la place qu'elle mérite dans la dramaturgie nationale. Il pleuvra demain encore dans plusieurs provinces du royaume. Ces précipitations concernent la Méditerranée, le Rif, le Saïès, l'Atlas, le Centre, le Souss et l'Oriental. Et il neigera abondamment également sur les hauts et moyens Atlas et sur les sommets du Rif. La météo de demain, jeudi, prévoit également des rafales de vent assez fortes sur l'Oriental et le Sud-Est. Et en parlant de la météo, sachez que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la météo. Célébration sous le thème alerte précoce et action rapide. 11 000 catastrophes des 50 dernières années sont liées, sachez-le, au risque météorologique, climatique, mais aussi hydrique, soit presque l'équivalent d'une catastrophe par jour. Un chiffre très alarmant. Zakaria Moqinbillah et Boubkar Ben Ghabret. C'est le supercalculateur le plus puissant d'Afrique en matière de prévision météorologique. Baptisé Amtar, cet ordinateur puissant est l'une des dernières acquisitions de la Direction générale de la météorologie. Il permet de réaliser 1 million de milliards d'opérations par seconde. Veille, vigilance et fourniture d'informations pour aider à la prise de décision. Cette année, il a pour thème alerte précoce et action précoce. Donc, il met en évidence le travail essentiel effectué par les organismes météorologiques au niveau international pour les réductions du risque des catastrophes naturelles, pour des alertes précoces et des actions précises. Pour les spécialistes, les alertes précoces doivent déboucher sur des actions rapides. Au Maroc, un nouveau système de prévision et de vigilance météorologique communale voit le jour. Il est en mesure de détecter et d'anticiper les risques. La direction de la météorologie a lancé le système de prévision et aussi de la vigilance météorologique à l'échelle de la commune qui met à disposition des usagers des moyens techniques d'accès à l'information. Et aussi, il y a des applications qui ont été lancées pour les smartphones, pour les différents décideurs et aussi des SMS. Des avancées notables, de quoi conforter la vigilance météo à son niveau maximal au Maroc. Qualification mondiale qatari, nous sommes à J-2 d'une date cruciale pour les Lions de l'Atlas. Après-demain, vendredi, les protégés de Kochevaïd vont retrouver leur homologue de la RDC. Le match aller se jouera au Stade des Martyrs à Kinshasa. Boubkar Ben Ghabret.
Les Lions de l'Atlas auront fort à faire face à une équipe de la RDC qui ne sera certainement pas facile à manier à Kinshasa. Un match aller où l'engagement physique sera présent. Les Lions de l'Atlas auront à défier le climat, notamment la température élevée et la pelouse artificielle qui n'est pas le terrain de jeu habituel des joueurs de l'équipe nationale. Les Lions de l'Atlas sont appelés à négocier au mieux ce match aller. Il y a une qualification en Coupe du Monde, donc c'est quelque chose qui doit devenir plus régulier dans l'histoire du foot marocain et pas qu'on attende à chaque fois 20 ans pour se requalifier. Donc on a une belle opportunité devant nous qui arrive dès vendredi, donc voilà, si on veut faire quelque chose de grand et de beau, il faut réitérer ce qu'on a fait pour aller à la dernière Coupe du Monde. L'ambiance au sein du groupe est très bonne. Tous les joueurs sont décidés à se dépenser au maximum pour réaliser un bon résultat à Kinshasa. L'ensemble de la sélection nationale est animé par la volonté de vaincre. Le sélectionneur national a fait appel pour la première fois aux jeunes joueurs du FC Barcelone, Abdsamad Zelzouli, pour renforcer l'équipe. Je suis très content d'avoir été appelé en équipe nationale. J'espère que nous ferons un très bon résultat à Kinshasa. Je demande au public de beaucoup nous encourager. Lors de leur précédente confrontation, 14 au total, les Lions de l'Atlas avaient signé 4 victoires, 3 pour la RDC, et les deux équipes s'étaient neutralisées à cette reprise. Bon courage aux Lions de l'Atlas pour ce match barrage crucial de vendredi. Nous aurons le plaisir d'ailleurs de vous en parler dans le cadre de notre rubrique bi-hebdomadaire du vendredi. De la musique, du flamenco avant de refermer ce journal. Nacida Sombra comprenait Néombre, un spectacle qui fait renaître sur scène 4 femmes remarquables du siècle d'or en Espagne, le XVIIe siècle, des artistes, des militantes engagées, des mystiques solitaires et des intellectuelles brillantes. Sainte Thérèse d'Avila, Maria de Zayas, Maria Calderón et Juana Inés de la Cruz. Les moments forts de ce spectacle, tout de suite en compagnie d'Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando. Elle s'appelle Rafaela Carrasco. Elle a été longtemps la directrice du ballet flamenco d'Andalousie, ce qui signifie une vraie référence en matière de gestuelle et de synchronisme musical. Flamenco à la base c'est Flen Minkum. Donc c'est quelque chose qui est très rattaché à notre culture arabe et marocaine. Et moi qui suis fervente de la danse classique où c'est plus dans l'élongation, tout ça, le flamenco c'est plus dans le sol tapé, etc. Le spectacle de la chorégraphe espagnole nous transporte au cœur du XVIIe siècle à la découverte de 4 femmes d'exception qui ont marqué leur époque. 4 femmes dont le lien étroit pourrait s'intituler « Désir d'absolu et d'absolutisme ». Un très beau spectacle, une super mise en scène, des superbes danseuses, on a adoré. Ce qui m'a séduit, c'est surtout ces belles danseuses qui sont habitées par cette musique qui est époustouflante. C'était magique. Voilà, on nous a emportés dans l'une des plus anciennes civilisations avec quand même un discours féministe quand même, que la lutte des femmes remonte à des siècles. Pour Madame Carrasco et l'ensemble de sa troupe, cette représentation à Casablanca a une saveur très particulière, ce qu'elle explique elle-même fort bien. D'une certaine manière et du fait de la proximité géographique qui nous relie, Espagnols et Marocains sommes frères. L'Espagne a longtemps été bercée par la culture arabe, ce que l'on retrouve très nettement dans le flamenco lui-même. Effectivement, il y avait hier soir une véritable connexion entre le public et les artistes qui nous ont délivré sur scène une partition remarquable d'un bout à l'autre.
Et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.